Bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouveau direct IR Stream. Est-ce que tout le monde peut me confirmer sur Telegram et Contact que l'image et le son sont OK? Je vois que les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Bonsoir Alexandre, bonsoir Warzé, bonsoir Gérard, bonsoir Béatrice, bonsoir Dom. Bonsoir S400, bonsoir Sébastien, ok on me dit que tout est ok sur VK et sur Telegram, c'est nickel. Alors, l'actualité de cette semaine c'est bien sûr ce qui se passe avec le Venezuela. Je pourrais appeler ça la Far Westisation des relations internationales. C'est-à-dire que là, en gros, on a Donald Trump qui est parti complètement en vrille. Bonsoir Martial. Cher, il est parti complètement en sucette. Là, il est parti dans un trip. Les Russes, certains analystes comme je crois que c'est Colonel Kassad, le surnomment Néo Caligula. Je pense que ça vous donne le ton. Quand t'as un président qui vient te dire que le droit international, en gros, il s'assoit dessus et que sa seule limite, c'est sa propre morale, en sachant qu'il doit pas en avoir beaucoup, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Clairement, comme le dit S400, il veut la confrontation. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, donc il y a un peu moins d'une semaine, le week-end dernier, en pleine nuit, l'armée américaine a attaqué Caracas, bombardé la ville, avec l'aide, je pense, de complicité interne, a réussi à kidnapper Nicolás Maduro, président du Venezuela, et sa femme. Ils ont tué d'ailleurs les gardes cubains qui assuraient la sécurité de la famille présidentielle. Au total, on est à peu près sur une centaine de morts quand même. Hein. Non, je sais bien que côté américain, ils se vantent que ça a été fait sans une goutte de sang. Oui, de leur côté. Ça en dit long quand même sur la façon dont ils considèrent les Vénézuéliens et les Cubains. Hein. C'est des Untermensch, ils peuvent mourir, ça compte pas. C'est vraiment effrayant. Alors, le problème, c'est que ils l'ont kidnappé pour le juger. Mais alors, même de ce point de vue-là, c'est un peu mal parti, si vous voulez. Parce que le truc, c'est que un président en exercice, et ça je vous l'ai déjà dit quand on avait discuté du mandat de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, un chef d'État en exercice bénéficie de l'immunité souveraine. Tu ne peux pas le juger pendant qu'il est en poste. Voilà. C'est comme ça. C'est un principe du droit international, internationalement reconnu, hein, sauf toujours par les mêmes, à Washington. Et donc, dans cette optique, Trump n'a eu de cesse de dire qu'en gros, il n'était pas légitime, qu'il n'était pas président, qu'il a truqué les élections, que machin. Sauf qu'après l'avoir capturé, qu'est-ce qu'il a fait, ce guignol? Il s'est vanté sur son réseau social, là, personnel, qu'ils avaient capturé le président Nicolás Maduro. Bravo. Résultat, quand Maduro a été présenté à la cour le lundi, qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a demandé de se présenter? Je suis le président du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Alors, il n'a pas sorti ça, comme ça, parce que ça lui est passé par la tête. Non. C'est-à-dire que Maduro, et je pense que ses avocats vont appuyer là-dessus, a rappelé qu'il est président légitime du Venezuela et que donc à ce titre il bénéficie de l'immunité souveraine. Alors c'est là qu'on va voir si le système judiciaire américain est inféodé à Trump ou est-ce qu'ils ont encore des juges qui ont des couilles. Ça c'est la grande question. Parce qu'en fait un juge qui a encore ses cojones, normalement il doit très rapidement invalider en fait la procédure rien qu'à cause de ça. Ça c'est le premier machin.
Je vois que d'autres arrivent. Bonsoir Vladimir, bonsoir Mich Mich, bonsoir Marie-Christine. Euh... La deuxième erreur monumentale, c'est que l'une des grandes accusations, l'un des grands chefs d'accusation contre Maduro, c'est le fait que, soi-disant, il dirigeait un cartel de las Soles, ou je sais pas quelle bêtise, un cartel de drogue, sauf que le département de la justice a dû admettre que ce truc n'existait pas. Donc là, déjà, vous avez un deuxième pilier des poursuites qui se casse la figure joyeusement. Donc là, entre autres, Mersheimer, qui est quand même pas la moitié d'un idiot, a dit, déjà là, ça part mal, si vous voulez, de ce point de vue-là. Bon. Déjà là, on n'est pas bien parti. Bonsoir Véro, bonsoir Evelyne, bonsoir Gaius. Alors, donc déjà, là, sur le plan judiciaire, déjà, c'est mal parti. Donc, si la justice américaine s'inféode totalement à la politique de Trump, bon, les mecs vont fermer les yeux là-dessus, et puis ils feront ce qu'on leur dira de faire. C'est bien, ça sera un bon test, de ce point de vue-là. Bon. Et après, il y a la partie que Trump est en train de jouer, c'est-à-dire la tentative d'asphyxier totalement économiquement le Venezuela, pour l'obliger en fait à se plier à ces demandes délirantes, de leur filer 30 à 50 millions de barils qu'ils vont vendre, et puis que soi-disant ça servira pour les intérêts du peuple américain et du peuple vénézuélien. Mais oui, bien sûr, oui. On va y croire vachement, de la part d'un gars qui te dit que le droit international il s'en fout, et que sa seule limite c'est sa morale personnelle. Bon, si vous voulez, il y a une petite contradiction dans le schmilblick là, au bout d'un moment. Donc on comprend bien, le but c'est de nouveau de piller l'Amérique du Sud, comme à la bonne époque de la doctrine Monroe et des époques des dictatures type Pinochet et compagnie. Bon, pour l'instant quand même, il a pas obtenu grand chose, parce que déjà Maduro a été remplacé par sa vice-présidente, qui est elle aussi une chaviste pure et dure. Donc ouais, bof. Comme l'a dit d'ailleurs un très bon analyste lors du direct que j'ai fait sur African Media TV il y a quelques jours. En plus, c'est peut-être pas une bonne chose, parce que c'est une femme, et que les femmes sont quand même souvent plus, comment dire, plus déterminées, plus résistantes que les hommes à certaines formes de pression et de stress. Enfin, je veux dire, les femmes sont capables d'endurer bien plus que les hommes certaines choses. Et le fait que Maduro soit maintenant remplacé par une présidente par intérim qui est issue du même mouvement politique, et qui est en plus une femme, je pense que ça va pas forcément jouer en faveur de Trump. Bien sûr, ils vont faire pression au maximum. Il va y avoir des concessions qui vont devoir être faites par le Venezuela. Donc là, pour l'instant, le but c'est de les asphyxier en pourchassant les pétroliers qui ont fui le Venezuela juste après l'attaque. Alors ils en ont abordé quelques-uns, mais ils n'ont pas réussi à mettre la main sur tous. Il y a une quinzaine de pétroliers qui ont fui Caracas, et bon, pour l'instant ils ont mis la main sur 3 ou 4. Bon, ils ont pas eu le temps de tous les attraper, donc bon, ça va devenir un peu compliqué pour eux. En plus, certains de ces bateaux se sont réenregistrés en Russie, comme le Bella 1 qui s'est transformé en Marinera. Bon, ils l'ont abordé, mais enfin le truc était vide, contrairement à ce que racontait Trump. Contrairement à ce que racontait Trump, il n'y a pas de pétrole dans ce pétrolier. Ça se voit à sa ligne de flottaison. Tu vois toute la partie basse du navire, donc il est à vide. Donc t'as attrapé un pétrolier vide. Super. Comme l'a dit un analyste russe, t'as jeté je sais pas combien de dizaines de millions de dollars pour le poursuivre pendant des jours à travers l'Atlantique.
pour attraper un vieux pétrolier rouillé qui vaut à peu près 17 millions de dollars. T'es content avec sa pie vide, en plus. Donc, c'est mal barré. C'est très très mal barré. Dans le même temps, ils foutent le bordel en Iran, hein, comme le mentionne Hervé. Bonsoir Hervé. Bon, on va voir ce qui va se passer en Iran. Malheureusement, le problème, c'est que le gouvernement actuel, comme ses prédécesseurs, n'a pas fait les changements qui s'imposaient, surtout après la guerre d'un des 12 jours qui a eu lieu contre Israël l'année dernière. Des changements impératifs s'imposaient, et ça n'a pas été fait. Et donc forcément, oui, la population en Iran en a marre. Parce que ils souffrent d'une inflation extrêmement importante. Les conséquences économiques de tout ça se font quand même sentir. Et ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas été... voilà, donc... on va voir. Pour l'instant, les autorités iraniennes ont l'air de gérer ça en mode on n'a rien contre ceux qui manifestent pacifiquement, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'aura aucune tolérance pour ceux qui cassent tout, foutent le feu, attaquent les policiers, etc. Cela, ça sera tolérance zéro. Donc ils ont l'air quand même de comprendre qu'il faut laisser, si vous voulez, la soupape de sécurité des manifestations pacifiques. Ils ont coupé Internet, mais enfin, Elon Musk a mis Starlink gratuitement à disposition. Donc bon, on voit en fait que là, le chaos que Donald Trump a commencé à foutre partout l'année dernière, là, est en train de devenir littéralement incontrôlable. Ce qui est extrêmement dangereux. Parce que cet abruti a pas compris, parce que oui, je suis désolé, je sais que j'ai des gens qui sont des trolls polâtres parmi mes lecteurs, mais je vous avais dit que ce mec n'était pas le sauveur, qu'il fallait arrêter de l'idolâtrer, que c'était un businessman, et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, pourquoi l'attaque comme ça contre le Venezuela ? Parce que le pétrodollar, tout simplement, est entré vraiment dans une phase de descente vers les enfers. On a eu la confirmation que au niveau des réserves mondiales, des États, donc les réserves de change des États, l'or dépasse le dollar maintenant. Ce qui n'a rien d'étonnant, c'est-à-dire qu'à force de faire n'importe quoi, et d'instrumentaliser, comme on dit en anglais, weaponized, c'est-à-dire de transformer en arme le dollar, ils ont accéléré la dédollarisation. Et donc, ça a une conséquence très grave. C'est ce que je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait, l'interview avec Thierry Laurent-Pellet, sur la dédollarisation, où il explique très bien tout ça. C'est-à-dire que, je rappelle, la dette américaine, la dette stratosphérique des États-Unis d'Amérique, ne peut exister que grâce à l'existence du pétrodollar. C'est-à-dire au fait que pour acheter du pétrole et donc même du gaz et autres hydrocarbures, les pays doivent acheter des dollars pour pouvoir les payer. Ce qui finance la dette américaine. Mais si maintenant, parce que le Venezuela vendait son pétrole en yuan, en roubles, en euros, en tout ce que tu veux, sauf du dollar. Résultat des courses, c'est le même scénario que Saddam Hussein et Kadhafi, hein. Dès que tu commences à t'attaquer à ça, tu t'en prends plein la tronche. Là-dessus, il y a eu quand même des erreurs gravissimes en matière de sécurité et de développement de l'armée vénézuélienne. Quand tu as des ressources minérales aussi importantes, faut faire comme la Russie. Faut avoir une armée bien armée, si tu vois ce que je veux dire, et prête à s'en servir. Et surtout, combattre la corruption endémique, parce que c'est ça aussi qui a permis le kidnapping de Maduro. C'est que des gens ont été payés pour ouvrir les portes, entre guillemets, façon cheval de Troie. Alors, oui, qui demande, est-ce que je confirme qu'un Oreshnik est tombé sur le VOF ? Oui, je confirme. Ça a été confirmé d'ailleurs par le ministère russe de la Défense. Alors ça a été la réponse à la tentative d'attaque de l'Ukraine sur la résidence présidentielle près de Novgorod, à Valdai. D'ailleurs, à ce sujet, la CIA qui vient nous jouer, non, mais non, c'est pas vrai, ça n'a pas eu lieu. Bon, de la part des mêmes mecs qui nous ont assuré il y a quelques années en arrière
que l'affaire du laptop de Hunter Biden, c'était de la désinformation russe, avant qu'on découvre que c'était bien vrai. Si tu veux, la crédibilité de la CIA, zéro, quoi. Le problème, c'est qu'effectivement, on a vu que, un Trump qui a commencé à la jouer comme ça, je pense que l'Oreshnik avait une double fonction. Bon. Il a frappé une installation souterraine de gaz, alors elle est vraiment très très profonde, hein, elle est dans la roche. Je pense pas qu'il a pu atteindre jusque-là, mais c'est une zone qui est quand même très fragile sur le plan tectonique, c'est-à-dire il y a beaucoup de failles. Si l'Oreshnik a été bien balancé au bon endroit, je pense qu'il a pu déclencher des ondes sismiques suffisantes pour gravement endommager en fait la structure souterraine. Ça a l'air d'être prouvé par le fait que le débit de gaz dans la région est tombé à presque zéro. Voilà. Donc les gens n'ont plus de gaz en région de Lvov. Et ce réservoir souterrain était l'un des plus grands, ou le plus grand d'Europe. Il contenait l'équivalent d'à peu près 50% des réserves de gaz de l'Ukraine. Donc c'est pas un petit réservoir, si vous voulez, c'est vraiment un très très gros truc. Donc je confirme que de ce point de vue-là, l'Oreshnik a bien été utilisé. D'ailleurs, les images qui ont été publiées par les habitants qui ont filmé la chute des sous-têtes du missile, hein, parce que je rappelle, il se sépare en plusieurs têtes et ensuite en plusieurs sous-munitions, ne laissait strictement aucun doute. On a vu les fameux flashs lumineux qui descendent comme un éclair rectiligne jusqu'au sol. C'est typique de l'Oreshnik. Pourquoi ? Parce que hypersonique. Donc il atteint une telle vitesse que quand il descend, quand il fait sa descente finale vers le sol, il atteint une telle vitesse que ça forme un plasma autour de la munition, et c'est ce qui donne cette lumière, ce flash de lumière. Alors, Vladimir qui dit que Maduro est accusé aussi de posséder des armes automatiques en violation de l'acte NFA de 1934. Oui, ça me fait rire. Quand tu vois la facilité pour acheter des armes aux États-Unis, bon. Bonsoir Xavier. 6 ogives type Mirvé, oui, ça forme un plasma, exactement ce que j'ai dit. Bonsoir Laure. Gaius qui dit si on repasse à l'étalon or, le dollar disparaît. Oui. Oui, mais on est en train d'y revenir. Le problème, c'est qu'effectivement, les États-Unis, c'est ce que je disais sur cette chaîne africaine, c'est quand la bête se noie qu'elle fait les plus grosses vagues. Et là, la bête, elle est en train de bien se noyer. Donc malheureusement, ils sont en train de foutre le feu partout dans leur descente aux enfers, au lieu d'acter le fait que c'est terminé leur hégémonie, c'est tout. Ils peuvent s'agiter dans tous les sens. La seule chose qu'ils vont faire, c'est déstabiliser encore plus la situation, encore plus inciter les autres pays à se dédollariser de plus en plus vite, parce que les mecs vont se dire mais les mecs sont complètement tarés, aujourd'hui c'est le Venezuela, demain ça sera l'Iran, après-demain ça sera Cuba, puis après ça sera qui? Ça sera nous, et donc les autres pays vont de plus en plus prendre leur distance avec eux, parce que t'as pas envie d'être en relation politique, diplomatique et commerciale avec un fou furieux. T'as pas envie de ça. T'as pas envie de ça. Et je pense d'ailleurs que le tir de l'Oreshnik était un avertissement à la fois pour les Européens, parce que d'ailleurs l'installation n'a pas été choisie au hasard. Ce stockage de gaz a beaucoup été utilisé, et là je pense encore, par des sociétés européennes pour stocker du gaz, entre autres pour l'hiver. Donc ça porte directement un coup aux intérêts à certaines sociétés gazières européennes qui stockaient leur gaz dans cette installation. Donc clairement, et c'est un avertissement parce que ça a été tiré en région de Lvov. C'est d'ailleurs un des trucs qui a fait que le représentant ukrainien à l'ONU s'est mis à hurler comme un putois en disant ouais, c'est tombé pas loin de la frontière avec la Pologne, avec l'Union européenne. Mais bon, c'est tombé très précisément là où il fallait, hein. Ça n'a pas débordé. Et donc,
Je pense que c'était aussi un avertissement pour les Européens suite à cette fameuse coalition des volontaires qui, bouché à l'émery, n'a toujours pas compris que tous leurs jolis petits plans d'envoyer leurs petits soldats surveiller de cesser le feu après la fin du conflit, ça fait déjà 20 fois que la Russie vous dit niet. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que Merz a fini par comprendre après la réunion. C'est-à-dire que les mecs ont passé des heures à discuter de ces conneries pour rien. Je vous ai dit, ça sert à rien de perdre votre temps. La Russie a dit non, ça sera non et ça restera non. Et Merz a fini par lâcher que, oui, mais de toute façon, on ne pourra pas envoyer des troupes sans l'approbation de la Russie. Merci, le Dr Obvious. Merci pour cette lapalissade. N'importe qui était un peu renseigné le savait déjà. Donc ça sert à rien de faire vos réunions pour déployer des forces que de toute façon la Russie vous interdira de déployer. Ils aiment brasser du vent les mecs, hein. C'est pire que des éoliennes. Alors, on a Marino qui dit l'ONU n'aura jamais été qu'une chambre d'enregistrement des politiques américaines. Sa seule localisation à New York le hurle. Je propose de relocaliser l'ONU à Oulan-Bator. C'est joli, Oulan-Bator. Je suis d'accord. Et malheureusement, je pense que là, surtout avec sa déclaration qu'en gros il se torche avec le droit international, hein, le Donald Trump, je pense que l'ONU va finir sous peu au même endroit que la Société des Nations, dans les oubliettes de l'histoire. C'est là, on est arrivé dans la phase Far West. C'est le Far West. C'est voilà, ils sont en mode, on n'en a plus rien à faire. On cache même pas ça sous des oripeaux de, on va leur apporter la démocratie. Non, non, donnez-nous votre pétrole. Alors ça aussi, d'ailleurs, je pense que ça va pas bien se passer pour Donald parce que il y a plusieurs problèmes. Les infrastructures pétrolières au Venezuela sont en très mauvais état. Il faut investir au moins plus de 100 milliards de dollars pour essayer de remettre tout ça en état. Vous imaginez les sommes? Et tu demandes ça à des compagnies pétrolières qui sont même pas sûres que la situation restera stable dans le pays, que ça va pas dégénérer en mode guérilla type FARC, hein, donc FARC qui est un groupe qui est en Colombie, hein, je rappelle. Donc pour ceux qui savent pas, vous irez regarder sur internet, parce que ça tu peux pas l'exclure. C'est-à-dire, il peut faire pression autant qu'il veut sur le gouvernement. Et le gouvernement vénézuélien va peut-être effectivement accepter le retour d'investissements américains, etc. Mais si à un moment vous avez un mouvement populaire qui décide qu'ils sont pas d'accord que les gringos mettent la main sur leur pétrole et qui décident de mener des attaques type guérilla contre les infrastructures pétrolières, est-ce que j'ai besoin d'expliquer que l'armée américaine elle est pas prête pour ça? Qu'ils vont se taper un Vietnam bis et que ça va mal se finir. Et que comme dans le cas du Vietnam, de l'Afghanistan ou de l'Irak, ils vont finir par se barrer la queue entre les jambes après avoir totalement perdu le contrôle de la situation. Hein, parce que je rappelle l'Afghanistan, oui, ils avaient conquis l'Afghanistan. Qui est maintenant à la tête du pays? Ah bah les talibans. Comme 20 ans en arrière. Ah bah ça valait bien le coup. Ça valait bien le coup. Hein, ça pour semer le chaos, ils sont les premiers. Mais stabiliser la situation derrière... moi, je suis une compagnie pétrolière américaine qui a besoin de prix élevés pour rentabiliser le pétrole de schiste que j'extrais aux États-Unis et ailleurs. Et l'autre, il me demande d'investir 100 milliards pour sortir du pétrole qui va faire chuter les prix et donc qui va torpiller mes investissements en Amérique du Nord. Dans un pays qui sera absolument pas stabilisé, absolument pas sous contrôle, contrairement à ce que vous raconte Trump. Vous êtes le PDG d'une compagnie pétrolière
Vous mettez vos billes là-dedans, vous En sachant en plus que les Chinois ne laisseront pas faire, alors ils vont pas aller à l'affrontement direct avec les États-Unis. Mais un petit sabotage par-ci, par-là, bon, tout peut arriver. Donc, il va falloir déjà plusieurs années avant d'arriver à tout remettre en état et investir les sommes nécessaires de la part d'acteurs qui sont peut-être un peu frileux quand même. Parce que les mecs se disent, du jour au lendemain, l'autre il te fait un tweet dévastateur, la situation dégénère, devient complètement incontrôlable, nos investissements partent en fumée. Hein. D'accord Si un mouvement type FARC, révolution bolivarienne, se crée dans la jungle et commence à attaquer les infrastructures, on est dans la merde. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, les mecs, ils vont pas mettre 100 milliards de dollars sur la table dans des conditions aussi incertaines. Pour ça que le Donald exige 30 à 50 millions de barils là maintenant tout de suite, tu vois, t'as l'impression d'être l'Empire romain, tu sais, ou l'Empire mongol qui exigeait un tribut des vassaux, tu sais, c'est vraiment la même. On est revenu à l'époque de l'Empire romain. Là, c'est là que tu vois qu'il y a quand même un gros problème, hein, quand l'histoire se répète comme ça. Troisième gros problème, c'est que l'opinion américaine, elle est profondément divisée, mais qu'il y a quand même une majorité qui est contre ce qu'il a fait. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire vous avez une très courte majorité d'Américains qui sont contre le fait d'avoir été kidnappé Maduro pour le juger aux États-Unis, qui sont contre le fait d'intervenir militairement dans le pays, et qui sont en mode, en gros, on ferait peut-être plutôt mieux de s'occuper de nos affaires, hein, d'abord. J'ai consulté pendant la semaine plusieurs sondages qui ont été faits par plusieurs instituts et plusieurs médias américains. Les chiffres varient un petit peu selon, il y a quelques pourcentages de différence, mais en gros, on est sur un petit peu plus de 50% quand même de... ça, on n'est pas d'accord avec ces méthodes. Et ça c'est mauvais pour Trump. Parce que je rappelle qu'il a les midterms bientôt. Ah, cette année, il a les midterms. Il a les élections de mi-mandat. Et que cette histoire, surtout si ça se passe pas bien, ça pourrait quand même lui coûter le Congrès, ou le Sénat, voire les deux. Ce qui le foutrait dans une position absolument délétère. Alors déjà là, ils ont voté une résolution pour l'empêcher de relancer des manœuvres militaires sans l'approbation du Congrès, puisqu'il a lancé tout ça sans l'approbation du Congrès. Quand je vous dis, il se fout totalement, et du droit international, et de son droit national, vraiment, il s'est assis sur tout. Sauf que ça, les sénateurs américains l'ont moyennement goûté. Et même dans le camp républicain, il y en a qui ont voté pour cette résolution. C'est-à-dire qu'il y a des républicains qui ont dit ça, on n'est pas d'accord. Ça, c'est pourquoi les gens ont voté pour Donald Trump. On avait dit qu'on arrêtait d'intervenir partout, qu'on s'occupait maintenant de nos affaires. Voilà. Mais en fait, pourquoi il a fait tout ça? Parce que, comme je l'ai dit, le pétrodollar est en train de se casser la gueule. Et donc, il essaye de reprendre le contrôle. Donc, il essaye de reprendre le contrôle de la plus grosse réserve de pétrole au monde, qui se trouve au Venezuela, et qui vendait son pétrole en plein d'autres monnaies que le dollar. Voilà, donc il veut faire ça. Hein, donc d'ailleurs, l'argent qui va générer, soi-disant, avec la vente du pétrole, c'est l'argent qu'on va vous donner suite à ça. Il faudra que vous le dépensiez dans des biens de consommation américains. Non, vous êtes sérieux? Les bonnes vieilles colonies, comme l'Inde qui devait acheter son coton
Made in England? Non mais on n'est plus à cette époque-là, les enfants, là. C'est terminé, ça. Et même comme ça, je veux dire, le marché vénézuélien va pas sauver l'économie américaine. Je sais pas quoi tu joues, Donald, mais le problème, c'est que là, il est déjà en train de payer les pots cassés de ses délires de frais de douane de partout, qui a fait grimper les prix à la consommation. Les électeurs américains, ils s'y retrouvent pas. Là, maintenant, ce genre de conneries qui rajoute de la volatilité sur le marché du pétrole. Euh... T'espères quoi vendre t'espères vendre des Chevrolet aux Vénézuéliens? Enfin, comment ça se passe en fait? Non mais sérieusement, enfin je veux dire, c'est pas le marché du Venezuela qui va sauver l'économie américaine du désastre que t'as semé depuis que t'es à la tête du pays, mon gars. C'est une tentative désespérée de sauver le système quelques mois de plus. Mais je crains que ça se met le feu aux poudres un peu partout et que ça va dégénérer. D'où je pense aussi le tir d'Orechnik de la Russie. Et je pense que l'avertissement n'était pas que pour l'Union européenne. Je pense qu'elle était pour les États-Unis aussi. Histoire de dire bon les mecs, on est gentils, mais à un moment il va falloir se calmer. C'est hystérie collective, ça va 5 minutes. Hein, pour ceux qui disent oui, mais la Russie devrait ci, devrait mi, s'il vous plaît. Laissez Vladimir Poutine faire les choses, il sait ce qu'il fait. Hein. C'est pas un perdreau, c'est pas un perdreau de la veille, c'est pas un lapro de 6 semaines. Il sait ce qu'il fait et il sait jusqu'où il peut pousser la réponse sans provoquer une escalade complètement incontrôlable. Hein. Parce que les tarés qui te disent faudrait tout vitrifier, faudrait frapper ci, faudrait frapper mi, oui, vas-y, déclenchons la troisième guerre mondiale entre deux superpuissances nucléaires. C'est tout ce que vous avez comme idée. Non, mais sérieusement, les gens qui me sortent ça, mais mon Dieu. Hein? C'est heureusement que Vladimir Poutine est quand même plus fut-fut que ça. Mais il y aura une réponse. Il y aura une réponse pour l'abordage du Marinera. Mais ce sera pas directement l'abordage d'un navire américain. Ça va être autre chose. Mais il y aura un truc. C'est comme là, je veux dire, la réponse à la tentative d'attaque sur la résidence présidentielle russe, ça n'a pas été une attaque sur la résidence présidentielle ukrainienne. Non, on a frappé là où ça fait mal. On a frappé là où ça fait très mal d'ailleurs. Parce que non seulement on a frappé Lvov avec de l'Orechnik, la région de Lvov avec de l'Orechnik, en détruisant leur plus gros stockage de gaz, qui, alimentait l'Ukraine, leur apportait des sous-sous en stockant du gaz pour des sociétés européennes, et en même temps, on a fait bobo aux sociétés européennes, et on a fait un avertissement aux Européens. Vous voyez, c'est comme le Kiss Cool, c'est plusieurs effets, c'est une pastille, plusieurs effets. Voilà. Et l'autre effet, c'est que on a aussi quand même lourdement frappé Kiev cette nuit. Hein. On leur a quand même balancé, je crois, 200 drones dans la tête, 25 missiles calibre, plus une vingtaine d'autres missiles balistiques. Il y a la moitié de Kiev qui est sans électricité. La ville, une bonne partie de la ville est privée de chauffage. Ils sont en train de vidanger l'eau des systèmes de chauffage centralisés pour éviter qu'ils éclatent à cause du froid. Parce que il y a plus de chauffage. Donc l'eau est en train de refroidir, il fait -6. Voilà. Et là, t'as Klitschko, le maire de Kiev, qui est en train d'appeler les habitants à partir de la ville, s'ils peuvent. C'est-à-dire, tous ceux qui le peuvent, allez, partez à la campagne. Partez dans la maison de la grand-mère qui a le vieux poêle à charbon, parce que la situation là est merdique. Voilà. Là, on a bien détruit les 3 centrales thermiques qui étaient autour de Kiev et qui alimentaient la capitale ukrainienne. D'accord? Dnipropetrovsk, Lvov, Kiev sont revenus au Moyen-Âge. D'accord? Donc, ça c'est la réponse russe. Réponse douloureuse et asymétrique. Voilà. Est-ce que dire a priori, il y en a pour 15 ans d'investissement? Oui, je vous dis, le Venezuela, ça va pas être tout de suite, hein. Parce que tout est en mauvais état. Voilà. Les réserves sont énormes. Le potentiel est énorme, bien sûr.
Mais ça va pas se débloquer comme ça du jour au lendemain parce que Trump l'a décrété. Euh... Gaius qui dit Trump joue le Caligula, il finira comme Néron. Oui, il y a une bonne chance, oui. R qui dit Donald veut freiner la Chine dans ses sources d'énergie, la Chine est son obsession. Oui, mais la Chine ira chercher ailleurs, ils ont déjà recommencé à acheter du pétrole iranien. Donc, mais non, mais je suis désolé, mais c'est là que tu vois que le mec il a rien compris à rien. C'est fini. Tu peux plus jouer ce jeu-là, tu ne peux plus. Voilà, le monde est devenu tellement globalisé, etc. Tu peux plus. On le voit avec les sanctions, la Russie arrive à se procurer absolument tout ce qu'elle veut. Alors, Eric qui dit Brumsfeld a fait de même en Irak avec Ali Burton. On rase le pays, on fait le SAV. Oui, mais c'est ça. Poutine est le prix Nobel de la patience et heureusement pour nous. Le grand prix de la patience, oui. Le seul Nobel a tellement été dévoyé, hein, ça vaut plus rien. Mais oui, Poutine est d'une grande patience. Et heureusement, et c'est ce qu'il faut. Je vois encore des réactions émotionnelles, hystériques. Ne réagissez pas comme ça. C'est le but de ces manœuvres. C'est le but. Le but est de pousser la Russie à commettre une erreur. Voilà. À frapper Bankova où se trouve le bureau de Zelensky. Bon, en réalité, il y est plus depuis bien, bien longtemps. Voilà, voilà. C'est ce que dit Paco, les Ukrainiens et Européens sont prévisibles. Quand l'Ukraine commet des actes terroristes en Russie, ils applaudissent et en demandent encore. Mais avec la seconde visite de Lorechnik, là, ils sont déjà en train de chialer. Bah oui! Oui, ils sont déjà en train de pleurer, en train de demander une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les gars, vous l'avez cherché. À un moment, tu cherches, tu trouves. Bon. Ils disent qu'ils attendent la réponse de la Russie au plan en 20 points sur lequel ils se sont mis d'accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Sauf qu'il y a plein de points là-dedans qui vont pas du tout à la Russie, donc la réponse sera niette. C'est tout. Donc, tonton Donald va encore prendre des sanctions contre le pétrole russe, etc. Oui, d'accord, si tu veux. Enfin, méfie-toi. Les derniers qui ont voulu jouer les kékés avec la Russie, ça s'est pas bien terminé quand même. Hein, je rappelle, pour ceux pareils hein, qui hurlent que ouais, faut répondre, machin, nanana, je rappelle, hein, la Turquie abat un avion de chasse russe au-dessus du ciel syrien. Est-ce que la Russie a abattu un avion turc? Non. Elle a dit, ben maintenant on interdit aux Russes d'aller faire les touristes en Turquie. Et puis on n'importe plus vos fruits et légumes. Ah ben... Au bout de quelques mois, l'addition, elle était salée hein, pour l'économie turque. Erdogan, qui faisait le tout fier, il est revenu en rampant, s'excusant. Non, c'est pas de ma faute, mais on va juger les responsables, machin, machin. Hein? Ça faisait moins de bravache, hein? Aliyev. Aliyev qui faisait le kéké il y a encore quelques mois. Ah, on a trouvé des parasites dans vos fruits. Hop! On stoppe l'importation pour raisons sanitaires. Dernière conversation entre Aliyev et Poutine. Oh, mon grand ami! Merci de nous avoir tenus au courant des derniers développements de l'enquête sur le crash de notre avion, blablabla, blablabla. Hein? C'était fini les grandes bravades, là, dans les déclarations médiatiques de Pépère qui se prenaient, hein? Pour tu sais pas quoi. Hein? Je me suis redevenu bien calme. Hein? Voilà. La Russie sait comment calmer ce genre de taré. Et il y a des moyens. Je rappelle que la Russie vend toujours beaucoup d'engrais hein, aux États-Unis. Un petit problème, et on peut plus exporter. Ah bah les agriculteurs américains, ils vont être beaux. Hein. Avec leur agriculture ultra intensive qui a besoin des engrais, etc. L'uranium aussi. Hein.
Parce que oui, la Russie n'est pas le fournisseur principal d'uranium aux États-Unis, mais, il est le seul pays qui peut leur fournir le type de combustible nucléaire dont ils ont besoin pour certains de leurs types de réacteurs. Ouais, il y a que la Russie qui peut fournir ça. Donc, la Russie pourrait leur dire, bah désolé, on a un problème, on en a besoin pour nous en priorité. Fin de l'approvisionnement. Et pour ce combustible-là, il n'y a pas d'alternative. La Russie est aussi l'un des plus gros producteurs de ce qu'on appelle les éponges de titane. C'est-à-dire que c'est pas le pays où on en exploite le plus, mais où on le transforme le plus dans une forme qui est ensuite utilisable par les industriels. Et ça, il y en a besoin pour l'aéronautique. Boeing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des leviers, il y en a. Des leviers, il y en a. Et il y a un moment où... Au moment où ils s'en rendront pas. Ça va sortir d'un coup comme un P sur une plaque de verglas, ils vont rien piger. Ça sera asymétrique, inattendu et très douloureux. Je vous dis, il faut pas jouer avec l'ours russe. J'ai déjà expliqué 20 fois. Oui, vous allez lui foutre des coups de bâton sur le pif. Il va pas réagir. Jusqu'au moment où il va le faire. Et le moment où il va le faire, vous n'allez pas vous y attendre. Et deux, vous aurez beau courir vite, vous y échapperez pas. Ne faites pas chier l'ours russe. Oui, on parle du prix Nobel dans les commentaires. D'ailleurs, même Trump a dû admettre que la fameuse Machado, il pouvait pas la mettre à la tête du pays à la place de Delcy Rodriguez, la vice-présidente. Parce que lui-même a dû admettre qu'elle manquait de soutien populaire. Pour quelqu'un qui prétendait qu'elle avait reçu 70% des votes, ça pose un petit peu problème. Le narratif, il s'est un peu cassé la gueule. Oui, parce qu'il y a quand même eu des belles manifs à Caracas pour appeler à la libération de Maduro. Des belles grosses manifs. Donc, l'autre, il a quand même bien senti que là, la Machado, tu la mettras pas à la tête du pays. Ou alors, il va se passer une révolution derrière et elle va se faire... elle va finir pendue à un lampadaire. Voilà. C'est pas une bonne idée. Mais je te dis, il a vraiment mal calculé son coup. Il a vraiment très très mal calculé son coup. Alors... Patrick qui dit la Russie est gentille, elle aide les Ukrainiens à se décommuniser en détruisant le matériel soviétique permettant le chauffage des immeubles. Exactement. Et puis elle détruit le matériel soviétique qui fournit l'électricité aussi. Parce que toutes les centrales ukrainiennes, elles sont toutes made in USSR. Il n'y a rien qui est du made in Ukraine. Rien. Je dirais, dans presque toute l'Ukraine, comme ici dans le Donbass, là, à part les quelques constructions qui avaient été faites pour le championnat d'Europe de football en 2012, et tout ça, ça avait été financé par les oligarques locaux, tout le reste, tout ce qui fonctionne, c'est des installations soviétiques. D'accord ? Les tramways qui circulent, l'écrasante majorité, c'est des tramways soviétiques. D'accord ? Les centrales électriques en RPD et en RPL, c'est des centrales soviétiques. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc moi, comme j'ai dit, je suis pour la décommunisation de l'Ukraine. Vu que c'est les soviétiques qui ont créé l'Ukraine, je vous laisse développer le raisonnement jusqu'au bout. Voilà. Alors, ce sont les Amerlocs qui foutent le bordel en Iran, demande Jean-Loup. Oui. Oui. Attends. Musk, qui fournit Starlink gratuitement aux Iraniens, c'est pas pour... c'est pas parce que c'est un grand philanthrope. Non, faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. Bah.
Israël et les États-Unis sont en train de foutre le bordel en Iran, tentative de révolution de couleur. Il semble qu'ils ont toujours pas compris, hein. Non, parce que je rappelle que la montée des ayatollahs et des mollahs en Iran est une conséquence déjà d'une tentative de renverser le pouvoir par les États-Unis en Iran. Sauf que ça s'est pas terminé comme ils voulaient. Pas du tout. C'est le problème, hein, quand tu sèmes du chaos partout, au bout d'un moment, l'entropie, hein, ceux qui savent pas ce que c'est, vous regarderez sur Internet, fait que vous allez vers de plus en plus de désordre. C'est-à-dire, plus tu sèmes du chaos, et plus tu récoltes du chaos. Et puis à un moment, ça devient complètement incontrôlable. Et là, on en est au stade où ça devient complètement incontrôlable. Avec un président américain qui se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu, hein, là, on est à ce stade-là, hein, je veux dire... non. Non, ça va mal se terminer. Surtout que dans le même temps, là, il fait face à des problèmes en interne, entre autres à Minneapolis, où une femme a été abattue au volant de sa voiture. Je pense que la pauvre femme, elle a paniqué, tout simplement. Ils lui ont tiré dessus parce que, soi-disant, elle allait renverser un policier. Je veux dire, ça va porter, tout ça, ça va porter préjudice à Trump, hein. Moi, je pense que les mi-termes, il est bien parti pour les perdre, hein. Et ça à cause de ces conneries, hein. Il serait occupé de régler réellement les problèmes des Américains au lieu là d'augmenter de 50% le budget de la guerre. C'est vrai, ils n'ont pas un budget suffisant, hein. Ils ont déjà un budget militaire qui est équivalent à celui du reste de la planète, tous réunis, si tu veux. Non, mais à un moment, faut arrêter. À un moment, faut arrêter. C'est pas dans la guerre qu'il faut jeter le pognon. C'est dans le fait de remettre le pays en état. Et c'est pas en foutant des taxes et des taxes et des taxes et des taxes et des frais de douane et des machins. Ça rime à rien. Regardez ce que la France a fait là, avec les colis venant de Chine, hein, qui devaient être taxés 2 euros. Qu'est-ce qu'a fait Shein, hein, la chaîne de magasins, enfin le truc internet à pas cher là, le truc comme le Temu là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ils ont construit un entrepôt, je crois que c'est en Pologne. Et puis les colis partiront de là-bas. À l'heure de la mondialisation, ces conneries, je veux dire, ne peuvent pas marcher. Ça peut pas fonctionner comme ça. Je comprends qu'il veut réindustrialiser son pays, parce que c'est la voie à suivre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Tu fais tout à l'envers. Et ça va mal se finir. André qui dit on est vraiment dans un groupe anti-Trump avec zéro analyse. Zéro analyse? Bah écoute, c'est quoi ton analyse, André? Parce que moi je l'ai dit depuis avant son élection, hein, que le mec c'est pas le sauveur. Le mec c'est pas le sauveur, d'accord? Le gars te dit clairement je vais mettre la main sur le pétrole vénézuélien. Parce que c'est le nôtre. Depuis quand le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis d'Amérique? Explique-moi. Elle est où ton analyse? Vas-y, explique-moi. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème, hein. Je suis ouverte au débat. Je suis ouverte au débat. Donc explique-moi. Quelle est ton analyse pour me montrer que Trump est génial? Je sais bien hein, qu'il a des fans qui sont en mode fanatique, hein. Mais à un moment, faut redescendre sur Terre, hein. Un peu de respect pour l'URSS, les soviétiques qui ont libéré l'Ukraine des nazis, ils décommunisaient, dit Vladimir. Non, je respecte énormément l'URSS. J'ai beaucoup de respect pour l'URSS, pour ce qui a été accompli, entre autres en termes de développement des pays qui la composaient, des républiques qui la composaient, parce que je rappelle quand même que bon, quand l'URSS a été créée, il y avait quand même un énorme retard industriel, etc. Je rappelle, l'URSS a été celle qui a envoyé le premier homme dans l'espace. Pas sur la Lune, mais bon, dans l'espace, ça a été eux les premiers. Premier satellite, premier homme dans l'espace, la station Mir, je veux dire, c'était quand même pas la moitié d'une bande de ploucs. Donc, bon, là-dessus, ils ont quand même
permis à bon nombre de gens d'acquérir un niveau de vie qu'ils n'avaient pas à l'époque de l'Empire. Donc ça, là-dessus, bon, on peut rien dire de ce point de vue-là. Il y avait des problèmes, hein, il y avait des problèmes qui étaient ceux qui sont bien connus, mais l'URSS a quand même fait beaucoup. Elle a quand même développé, entre autres, l'économie de pays comme les pays baltes, où ils avaient installé des usines, entre autres de voitures, etc. Je veux dire, après la chute de l'URSS, les économies des pays baltes, c'est plus ce que c'était, hein, si vous voulez. C'est comme l'Ukraine. L'Ukraine est sortie de l'URSS, c'était la république la plus industrialisée, la plus riche. Bon, regardez dans quel état elle est maintenant. Donc ne t'inquiète pas, Vladimir Ulyanov, j'ai beaucoup de respect pour l'URSS. Et pour ce qu'elle a fait quand elle a libéré l'Europe du nazisme. Parce que il n'y a pas que l'Ukraine qu'elle a libéré des nazis. Donc, comme en Ukraine ils se vantent qu'il faut décommuniser, moi j'ai dit on est pour. Hein, on est pour. Décommunisons l'Ukraine. Jusqu'au bout. Ça leur fait plaisir, puis ça nous fait plaisir aussi. Alors, l'écrasante majorité des Russes regrettent l'URSS, environ 75%. Oui, c'est clair. C'est clair. Beaucoup de gens regrettent l'URSS. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup d'ailleurs ici dans le Donbass. C'était une époque où les gens ici vivaient bien. Les gens vivaient bien ici. Tu travaillais à la mine, t'avais un bon salaire, t'avais plein d'avantages en nature, tu partais à la retraite anticipée, t'avais les sanatoriums. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bien. L'éducation gratuite, de qualité, les soins gratuits, de qualité. Je veux dire... Et moi, je le vois encore aujourd'hui, hein, c'est un truc qui a été conservé. Même si tu peux maintenant aller dans des cliniques privées et tout, mais je veux dire... Moi, les fois où je me suis blessé, vous le savez, c'est arrivé plusieurs fois. Je veux dire, j'ai été prise en charge gratuitement, rapidement, très 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 bien. Je veux dire, encore l'année dernière, hein, j'ai passé du temps en hôpital. On y mange très bien. En tout cas, bien mieux que dans les hôpitaux occidentaux que j'ai fréquentés. Hein. Je peux vous assurer que... Oh, ne serait-ce que la bouffe. Ne serait-ce que la bouffe. La différence entre la fois où je me suis retrouvé dans un hôpital en Belgique et puis dans un hôpital en Russie. Je veux dire, il y a même pas photo. Hein. Donc, et j'ai pas déboursé un copec. Hein. J'ai pas déboursé un copec. J'ai passé une semaine à l'hôpital, j'ai pas payé un copec. Ni pour le séjour hospitalier, ni pour les soins, ni pour les médicaments, pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai été prise en charge totalement, nourrie, logée, blanchie, gratuitement. Donc, en Belgique, quand je m'étais cassé une jambe, la facture après paiement et de la sécu sociale, enfin de la mutuelle belge et de la complémentaire, parce que je travaillais au Luxembourg, donc la sécurité sociale luxembourgeoise complétait, à peu près à 90%, mais t'avais toujours 10% qui te restaient, quoi. Ouh les 10% qui restaient, oh, je les ai sentis passer, hein, je vous le dis. Voilà. Donc ça c'est un des grands héritages super. Puis t'es pris en charge rapidement. Je veux dire, sauf période où t'as du verglas partout, où les gens se cassent la figure et où là effectivement t'as un peu d'attente au centre traumatologique, mais le reste du temps, franchement, t'es pris en charge en moins de 30 minutes. Hein. Sincèrement, que ce soit pour faire une radio, un scanner. Quand t'es emmené en urgence, franchement, j'ai toujours été prise en charge très rapidement. Que ce soit à Donetsk ou là l'année dernière j'étais dans une autre ville et franchement j'ai été prise en charge super vite. En moins de 30 minutes j'étais envoyé pour faire les examens nécessaires. Alors Jean-Loup en URSS c'était bien mais ça n'a pas duré comme tout pays socialiste. Comme la France socialiste va tout droit. Non mais la France n'est pas socialiste.
La France n'est pas socialiste. La France est sur le chemin de l'ultra-capitalisme avec la privatisation des profits et la mutualisation des déficits. C'est ça que vous avez pas compris. C'est pas un truc socialiste. Au Canada, c'est 5 heures l'attente dans les urgences, me dit S400. Ah putain, la vache. Désolé pour les gros mots, mais là, ouais, 5 heures, ouais. Ouais. Bah, moi, quand je m'étais cassé la jambe, j'avais attendu bien 2 à 3 heures, je crois, avant de passer ne serait-ce que la radio. Et j'ai encore attendu après pour l'opération. C'est simple, je me suis cassé la jambe très tôt le matin, parce que j'étais en route pour aller au travail. Donc il devait être 7 heures quelque chose, 7 heures du mat. J'ai été opéré à midi. Voilà. Bon. Non. Là, quand je me suis cassé la cheville fin 2022, en 30 minutes, j'étais au rayon X. 40 minutes, j'avais mon diagnostic. Au bout d'1 heure et demie, je sortais de l'hôpital plâtré. J'avais pu acheter sur place les grandes béquilles. C'est la seule chose que j'ai dû acheter, c'est les grandes béquilles. Voilà. C'est tout. Ah, Béatrice qui repart déjà. Bah, Béatrice, tu pourras regarder la rediffusion. Sans être manichéen, Trump était prometteur, mais là, il se fait baiser par Bibi et il risque fort de perdre. Oui, je sais pas à quoi il joue. Je sais pas à quoi il joue, parce que oui, au départ, il était pas trop mal parti. Et puis, déjà, avec ses histoires de droits de douane, où il a commencé à en distribuer comme des dragibus, déjà là, j'ai commencé à dire, oula, il est en train de nous faire quoi, là? Après, ça a été donc l'attaque contre l'Iran et tout. Et là, maintenant, t'as l'impression qu'il est sur une pente glissante, et plus ça va, et plus il glisse vite, quoi. John Connor, 3 quarts d'heure pour me connecter, je suis vert. Bon, je reprends à 0 pour la peine. Désolé, John Connor. Mais bon, c'est un truc de fou. Donc oui, moi quand je vois l'Ukraine qui crache sur son passé soviétique, alors qu'elle doit son existence même à l'URSS, c'est du délire. Qu'elle doit toutes ses infrastructures à l'URSS. C'est d'ailleurs un problème qu'on a ici. C'est que comme je dis, toutes les infrastructures ici datent de l'Union soviétique. L'Ukraine n'a rien construit, n'a rien réparé sérieusement. Résultat, on se retrouve maintenant avec des problèmes parce que je vois par exemple ici Donetsk-Makeïevka, le gros des infrastructures, entre autres type canalisation pour l'eau, les égouts et tout, a été construit dans les années 60 par l'URSS. Le problème, c'est que l'Ukraine n'a jamais mené de grandes réparations ou de grands travaux de maintenance pour remplacer au fur et à mesure les éléments qui vieillissaient. Et donc on le paye maintenant avec des tuyaux qui fuient, avec des canalisations qui se cassent la figure, avec des routes bourrées de trous, parce qu'elles n'ont pas vu d'asphalte depuis 30 ans. Donc au bout d'un moment, je veux dire, là on est en train de mener des travaux de réparation dans le Donbass. Oh, mais je vous en montre qu'une toute petite partie, hein, dans les vidéos vides du Donbass. Pour ceux qui regardent les vidéos, quand je vous dis que Macron vous raconte des cracks, quand il vous dit qu'en Russie on construit plus rien, etc., mais vous vous rendez pas compte. Ici c'est de la folie. C'est de la folie. On construit ou on reconstruit hôpitaux, écoles, maternelles, gymnases, salles de sport, terrains de sport, terrains de jeux pour enfants, les routes, mais la quantité qui a été remise en état, ne serait-ce que l'année dernière, c'est un truc de fou. Et les plans pour cette année, c'est encore plus. Là, on a mis le turbo. On est même en train de finir. Il faut savoir que depuis 2014, du fait que l'Ukraine ne reconnaissait ne reconnaissait pas les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, il y avait plein de chantiers qui étaient restés à l'abandon, c'est-à-dire des projets immobiliers
qui, du jour au lendemain, ont été arrêtés, puisque les mecs ont dit, c'est plus l'Ukraine qui a les trucs dessus, on n'a pas le droit de continuer à travailler dans ces républiques non reconnues, donc on se casse, et donc t'as plein d'immeubles non finis, qui sont à Donetsk, à Makeyevka, etc., et qui sont restés comme ça de 2014 jusqu'à maintenant. Et ben là, ça y est, on est en train de les nationaliser, et on remet un nouveau promoteur immobilier dessus, et roule ma poule. Donc là, on est en train de finir de construire des constructions qui avaient été laissées à l'abandon depuis 2014. Là, entre autres, dans le centre, pas le centre, mais dans le district de Kalininski à Donetsk, il y avait comme ça, face à l'hôpital Kalinina, enfin, c'était quoi? Ça devait être un hôtel qui était comme ça, suspendu. Donc, t'avais le gros de la structure qui était fait, puis le truc était resté comme ça. Là, ils sont en train de le finir. Ils sont en train de le finir. Donc, et Mariupol, et Donetsk, et Makivka, toutes les villes, ça construit, ça reconstruit, ça remet en état. Mais le travail est titanesque, vous vous rendez bien compte qu'après, je veux dire, de 91 à 2014, 23 ans, 23 ans d'abandon total par l'État ukrainien. Donc, tout ça, à un moment, Alors... Béatrice qui dit Glyn Diesel et Douglas McGregor, une guerre sans stratégie. Oui, mais j'ai l'impression qu'il s'est lancé dans le truc, Trump, sans réfléchir. Sans réfléchir réellement à toutes les conséquences. Les pays d'Amérique du Sud ne veulent pas revivre les époques Pinochet et compagnie. Et donc ça va mal se terminer. Le risque de voir apparaître des mouvements type FARC ailleurs qu'en Colombie, il est élevé. Surtout que les autorités de Maduro avaient distribué des armes aux civils pour créer des milices populaires au cas où. C'est d'ailleurs pour ça que Trump, pour l'instant, il a dit non, mais seconde vague d'attaque militaire, non, mais on l'abandonne pour l'instant. Parce qu'il a bien compris qu'à part son petit numéro de cirque là pour enlever Maduro vite fait bien fait, toute opération militaire de longue haleine se terminera mal. D'accord? Ça va se terminer façon Vietnam. Donc, il s'est embourbé dans un truc, c'est n'importe quoi. C'est là que tu vois que le système néocapitaliste, c'est une poule sans tête. C'est une poule sans tête. C'est vraiment... les mecs réfléchissent pas. Vladimir qui dit la seule chose positive de Trump fut de liquider le LGBTisme. Trump est l'essence même du complexe militaro-industriel. Mais oui, mais c'est un businessman. Je vous l'ai dit, son but c'est de faire du fric. C'est de faire du fric, c'est tout. Il n'est guidé que par ça. C'est ça sa morale. Faire de l'argent. Quitte à piller les voisins. Mais non, ça n'a pas marché comme ça. Ça va très mal se finir. Ça va très très mal se finir. Les États-Unis n'ont toujours pas appris les leçons de l'histoire. Tout empire est destiné à décliner. Et vous finirez comme tous les empires de l'histoire de l'humanité. Tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Tous les empires naissent, croissent et déclinent. Et finissent par s'effondrer. Et là, vous êtes bien engagés. Bien engagés dedans. Ça va mal se finir pour les États-Unis. Je pense que s'ils ne terminent pas avec une guerre civile, avec toutes leurs conneries là, comme à Minneapolis, je pense que de toute façon, pour les midterms, c'est très mal engagé pour lui. Je pense qu'il va perdre beaucoup de sièges. Je sais pas jusqu'à quel point, mais je pense sincèrement qu'il vient de tirer un coup de bazooka dans les chances de son parti de remporter les midterms. C'est comme je vous l'ai dit, l'opinion américaine est quand même très divisée sur ce qu'il a fait au Venezuela. Alors, on me demande si la vidéo qui circule montrant Poutine commenter
Le kidnapping de Maduro est authentique. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu passer celle-là. Est-ce qu'elle date peut-être d'aujourd'hui? Si quelqu'un peut me l'envoyer, ça serait pas mal. Faudra que je regarde ça. Patrick, il dit Trump est amusant. Il dit que seule sa morale peut être un frein à ses décisions. Il ne considère plus le droit international comme valable et le transforme par le droit de la force. C'est Rubio, celui qui a aidé son beau-frère arrêté pour vente de drogue, qui se vengerait du Venezuela. Trump souhaite que la CIA soit toujours la première vendeuse de drogue. Ils ont perdu le Vietnam et l'Afghanistan. Faut trouver autre chose. Ouais. Ne penses-tu pas que les États-Unis sont obligés d'avoir une stratégie de prédation pour se maintenir dans le monde à venir? On peut aimer ou non, mais du point de vue de leur propre intérêt, ils sont obligés de sécuriser des ressources d'hydrocarbures, non. Mais en fait, non, ils sont pas obligés, en fait. Ils ont décidé que c'était la voie la plus facile. C'est ce que j'ai dit depuis longtemps. L'Occident est, depuis plusieurs années, face à un choix. Soit admettre que le monde a changé, il est en train de devenir multipolaire, et qu'on peut plus faire ce genre de carabistouille et se comporter comme un fumier qui pille les voisins comme on lui semble et décide de qui sera à la tête de tel ou tel État. Certes, ça entraîne une perte on va dire, de standing au niveau mondial, mais ça aurait été la voie la plus juste, la plus sage. Ils ont choisi l'autre voie, qui est celle de, puisque c'est comme ça, on va prendre par la force ce qu'on considère nous revenir de droit. Sauf que le Donald, quand il commence à te dire qu'il est prêt à prendre le Groenland de gré ou de force, là, ça commence déjà à fracturer carrément l'OTAN. C'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi au fait que plus il joue à ce petit jeu-là, et plus il est en train de semer le chaos partout, et l'effondrement qu'ils vont subir, la perte de standing, ils l'auront, mais ça sera pas la même. C'est-à-dire que dans un cas, tu peux faire, entre guillemets, une démolition pseudo-contrôlée, hein. Tu l'assumes, et t'arrives plus ou moins à rendre la chose gérable, soit tu fais du jusqu'au boutisme. C'est la voie qu'ils ont choisie. C'est-à-dire, puisque c'est comme ça, on passe en mode prédateur. On s'assoit sur le droit international et on décrète qu'on fait ce qu'on veut. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer, sincèrement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer en détail comment ça va se terminer? Ça va se terminer par un chaos total en interne comme en externe et un effondrement extrêmement brutal et sanglant pour l'Occident et les États-Unis en particulier. Dans un cas comme dans l'autre, la perte de standing mondial, elle est déjà actée. Je veux dire, vous pouvez plus rien y changer. La seule chose que vous pouvez changer, c'est le déroulement de l'effondrement. D'accord? Soit tu fais semblant de pas voir les fissures qui apparaissent dans les murs, tu mets du scotch par-dessus, et quand t'es pas content, tu tapes dans les murs, et puis à un moment ça va s'effondrer sur ta gueule. Soit, tu comprends que le bâtiment il est condamné, tu places tes charges comme il faut, et tu fais une belle petite démolition contrôlée de manière un peu plus safe. Bon, ils ont choisi la première voie. Merci pour l'article d'Homme concernant le colonialisme. Donc c'est ça la situation. Ils sont en phase prédatrice parce que ils sentent que le contrôle de ce système unipolaire qu'ils ont cru être l'avènement de la fin de l'histoire, etc. Voilà. Mais le problème, les pays occidentaux, c'est comme des accros à la drogue. C'est comme des accros à la drogue. Soit tu choisis de te sevrer,
c'est douloureux, c'est désagréable, mais c'est la voie la plus sûre pour t'en sortir et pouvoir te relever après. Ou tu décides de braquer ton dealer de drogue pour avoir ta dose. Avec le risque qu'à un moment, le dealer de drogue, il te colle une balle dans la tête. Voilà. C'est la meilleure analogie que je peux faire. Marcel qui demande si c'est un équivalent de Starlink en Russie. Oui, il y a plusieurs sociétés, dont Gazprom d'ailleurs, qui fournissent des communications par satellite. Oui, il y en a. Dom qui demande est-ce qu'il y a que dans le Donbass que l'Ukraine n'a rien fait ou dans toute l'Ukraine, car l'argent était mieux dans certaines poches que dans les infrastructures. C'est dans toute l'Ukraine. Mais le Donbass particulièrement. C'est-à-dire, le Donbass était l'une des régions qui fournissait la plus grande part, une part en tout cas très importante du budget national, et Kiev redonnait des miettes. C'est-à-dire que tout était pompé vers Kiev, tout était pompé vers la capitale. Voilà. Donc, mais partout en Ukraine, les infrastructures sont dans un état, c'est dégueulasse. La Crimée, mais mon Dieu, quand les Russes ont débarqué en 2014, vous auriez vu l'état des routes, l'état des bâtiments touristiques, des sanatoriums, mais tout était à l'abandon, c'était une honte. Donc voilà, c'était... La corruption a tout détruit en Ukraine. Tout. Mais ils construisent plus rien. Regardez un truc très simple. Regardez combien de stations et de nouvelles lignes de métro ont été construites à Moscou ces 20 dernières années. Regardez combien ont été construites à Kiev durant la même période. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Voilà. Je vais terminer le direct là-dessus. Donc concernant le Venezuela, là j'ai un confrère qui est sur place. On attend un peu son rapport, comprendre un petit peu mieux la situation directement sur le terrain. Je suis pas une spécialiste du Venezuela, c'est pour ça que pour l'instant je suis un peu en mode wait and see. J'essaie de glaner un maximum d'informations, de regarder des analyses, entre autres de politologues américains qui connaissent assez bien le sujet, pour comprendre quelle peut être la dynamique et essayer de voir quelles sont les perspectives potentielles. Mais en tout cas, plusieurs d'entre eux sont extrêmement sceptiques sur le plan de Trump et mettent en avant quand même des grosses failles qui, je pense, vont finir par faire capoter son plan, comme quand il a voulu des droits absolument dithyrambiques sur les biens chinois. Bon, les Chinois ont dit, bah, puisque c'est comme ça, bah, on n'exporte plus les terres rares et les aimants. Ouais, l'autre il a piqué une crise d'hystérie, et puis pour finir, il s'est calmé. Hein, puis il a passé un accord avec les Chinois. Mais le problème, c'est que tu peux pas gouverner sans arrêt comme ça, en mode scandale, effet de choc. Non, ça marche pas. Ça énerve profondément. Surtout les pays qui ont des civilisations millénaires comme la Chine, qui eux sont dans le mode plus feutré, beaucoup plus calme. Ça a tendance à les agacer quand même. Hein. Ça fait chien foufou, ça fait hystérique de comptoir, et à un moment, ils vont en avoir ras-le-bol. Donc voilà quoi. Dom qui dit donc en fait l'Ukraine est corrompue dès son indépendance, comment ça se fait-il? Pas la même chose dans les autres pays de l'Est pourtant. Ah mais si. Mais la corruption était généralisée dans tous les pays de l'ex-empire russe, et c'était presque une méthode de gouvernance. La corruption était généralisée. La différence, et tu le regardes, hein, c'est qu'en fait, dans des pays comme la Russie, par exemple, c'est combattu sérieusement, entre autres depuis l'arrivée de Vladimir Poutine. Mais en Ukraine, ça n'a pas été combattu, ça a été laissé à volo. Comme en Moldavie, c'est les pays les plus corrompus d'Europe. Dom qui dit la Chine a une revanche à prendre depuis la guerre de l'opium. Oui, mais
Ils l'auront, la revanche. Ils l'auront, je vous le dis. On le dit. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, je publierai demain en journée l'enregistrement de ce direct. Donc pour ceux qui l'ont raté, hein, comme John Connor, bah tu pourras le regarder demain. Je vous retrouve dimanche pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et à partir de la semaine d'après, nous allons inaugurer un nouveau partenariat entre International Reporters et un autre média alternatif français. Je vous laisse pour l'instant la surprise. Et donc, je ferai un direct. Ce sera désormais tous les samedis soirs sur cet autre média alternatif. Qui sera sur YouTube. Alors je sais qu'entre autres, il y a pas mal de gens qui regardent les sites rep et les direct stream sur YouTube et qui suivent pas trop sur Telegram ou sur VK. Donc vous aurez l'occasion de me retrouver là-bas. Je vous donnerai plus de détails vendredi prochain. Et là, on y parlera plus... Enfin, on y parlera de géopolitique générale, moins de la Russie ou de l'Ukraine, et on va parler aussi de politique française. Donc on va aborder un petit peu des thèmes un petit peu différents par rapport à ce qu'on aborde lors des direct tier stream ou du rapport hebdomadaire de situation. Voilà, voilà. Donc je vous dis à dimanche pour le prochain site rep, à vendredi prochain pour le prochain direct tier stream, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.